Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Etc., votre rendez-vous mensuel pour décrypter l'actualité juridique et patrimoniale. Et aujourd'hui, on vous propose un focus sur 2 fois 3 lettres qui ont suscité beaucoup de débats dans la société française ces dernières années. Il s'agit de PMA et de GPA. Alors, il y a eu la loi de bioéthique de 2021 qui a ouvert un peu plus la procréation médicalement assistée et qui a réaffirmé, dans le même temps, une interdiction vieille de 30 ans concernant la gestation pour autrui. Aujourd'hui, dans Etc., on s'interrogera par exemple sur le droit d'accès aux origines de l'enfant, sur l'inscription à l'état civil français d'un enfant d'une GPA à l'étranger, sur le rôle du notaire dans l'accompagnement de ses clients en quête d'un désir d'enfant. Et puis, il y aura bien sûr les rubriques Affaires, IMO et Actu, mais d'abord, on démarre donc avec le dossier du mois. Et ce sont Pauline et Rudy qui nous accompagnent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Soyez les bienvenus. Vous êtes l'un et l'autre juristes au pôle famille du Cridon Ouest. On va commencer avec vous, Pauline, avec une question extrêmement simple. La procréation médicalement assistée, je vais y arriver, il va falloir que je m'entraîne, sinon je vais dire PMA à chaque fois. Selon la loi, à qui s'adresse-t-elle ? Alors, avant la loi du DO 2021, la procréation médicalement assistée était ouverte uniquement aux couples composés d'un homme et d'une femme, peu importe leur statut, qu'ils soient concubins, partenaires ou époux. Et la loi du 2 août 2021 a ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, peu importe leur statut, une fois encore, qu'elles soient concubines, partenaires ou épouses, et aux femmes non mariées. Et Rudy, alors le notaire, il peut jouer quel rôle dans le cas d'une PMA ? Le notaire, il intervient selon que la PMA nécessite le recours à un tiers donneur. C'est-à-dire que si la PMA se fait au sein d'un couple hétérosexuel, avec leurs propres gamètes, donc sans don d'embryon ou de gamètes, et bien dans ce cas-là, le consentement est donné uniquement devant une équipe médicale, après un certain nombre d'entretiens avec des médecins de plusieurs disciplines en matière de santé. Et s'il y a un donneur ? Alors s'il y a un donneur, ouais. Ça change effectivement la donne, puisque dans ce cas-là, le consentement qui est donné devant l'équipe médicale est doublé d'un consentement qui doit être donné devant un notaire français, lequel va préalablement informer les demandeurs des conséquences de leur acte vis-à-vis de la filiation de l'enfant, et notamment de l'interdiction de vouloir établir le lien de filiation avec le tiers donneur, et puis également les informer sur la possibilité pour l'enfant qui serait issu de la PMA d'accéder à ses origines, à sa majorité. Ça, c'est assez nouveau, le droit d'accès aux origines pour les enfants. Exactement. En fait, il faut se souvenir qu'en 1994, lors des premières lois bioéthiques, le législateur avait mis en place 2 remparts permettant de respecter la vie privée à la fois du tiers donneur et du couple demandeur. Le premier rempart consistait finalement à inscrire dans la loi, à l'article 311-19 du Code civil, une interdiction de droit d'établir un lien de filiation avec le tiers donneur. Et puis le second rempart, c'était finalement de maintenir dans l'anonymat le tiers donneur, et donc, faute de pouvoir le connaître, il était impossible d'agir en justice pour établir la filiation. Et ça a un peu bougé depuis, Exactement. Et on en a pas mal entendu parler, ça a créé un peu de polémique de la part des donneurs. Tout à fait. En fait, face à une demande importante des enfants qui sont issus d'une PMA de connaître leurs origines, eh bien, le législateur a assoupli finalement cette interdiction, ce principe d'anonymat, pour permettre finalement aux enfants qui seraient issus d'une PMA à l'avenir d'accéder, s'ils le souhaitent, à leur majorité, non seulement à l'identité du tiers donneur, mais également à des données non identifiantes comme l'âge, l'état de santé, la motivation du don lorsqu'il a été réalisé. Donc c'est un vrai changement quand même pour les donneurs en tout cas. Et exactement, c'est-à-dire que vis-à-vis des donneurs, aujourd'hui, ils ne peuvent procéder à un don que si préalablement ils ont donné leur consentement à ce que leur identité et un certain nombre de données soient communiquées aux enfants qui en seront issus s'ils le souhaitent. Et si les enfants veulent avoir accès, eh bien, il faut qu'ils s'adressent à une commission qui est dédiée à la transmission de cette information qui s'appelle la CAPAD. Et comment la filiation, Pauline, elle est établie ? Alors, ça va dépendre des destinataires de la procréation médicalement assistée. Si nous sommes en présence d'un couple composé d'un homme et d'une femme, pour la filiation maternelle, en France, on applique l'adage mater semper certa est, qui veut dire que celle qui accouche est considérée comme la mère de l'enfant. Donc, par conséquent, la filiation maternelle sera naturellement établie en désignant la mère comme mère de l'enfant, puisqu'elle en a accouché. Pour la filiation paternelle, là, on a plus de choix, puisque s'il est l'époux de la mère qui a accouché de l'enfant
Dans ces cas-là, on peut faire une application de la présomption de paternité. On va désigner l'homme qui est avec la femme comme le père de cet enfant. Et sinon, il y a la traditionnelle reconnaissance pré- ou post-natale qu'on peut également utiliser. Et par rapport à cette modification de la loi que vous nous rappeliez tout à l'heure, pour les femmes seules ou les couples de femmes, comment ça fonctionne? Alors, pour les femmes non mariées, là encore, on applique un mater semter certa est. La femme qui accouche est désignée comme mère de l'enfant dans l'acte de naissance. Pour les couples de femmes qui ont recours à une PMA, ce sera la même chose pour la mère qui accouchera de l'enfant. Par contre, et ça a été une nouveauté, il n'y avait pas de moyen avant 2021 d'établir une double filiation maternelle en dehors de l'adoption. Et donc, le législateur a fait preuve d'innovation puisqu'il a créé la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra à la mère d'intention de se rendre devant l'officier d'état civil à la naissance de l'enfant pour faire établir son lien de filiation à l'égard de l'enfant. Donc le consentement donné par le couple ou la femme non mariée, ça n'établit pas la filiation. Ça ne suffit pas pour établir la filiation, tout à fait. À quel moment le consentement ainsi que la reconnaissance conjointe anticipée, Rudy, s'il s'agit d'un couple de femmes, doivent-ils être recueillis par le notaire ? Alors, dans les deux cas, que ce soit effectivement un consentement simple ou doublé d'une reconnaissance conjointe anticipée, il faut qu'il soit établi concomitamment s'il s'agit donc d'un couple de femmes, et en tout état de cause, préalablement à la tentative d'insémination artificielle ou l'implantation d'un embryon qui donnerait donc lieu à une grossesse évolutive. Mais ça déroge au droit commun, ça. Exactement, c'est-à-dire que dans le droit commun de la filiation, quand on reconnaît un enfant, l'article 316 du Code civil prévoit que cette reconnaissance intervient avant ou après naissance, mais toujours après que l'enfant soit conçu. Tel n'est pas le cas en matière de reconnaissance conjointe anticipée. Bon, on continue à dérouler la pelote. Pauline, si un couple de femmes a recours à une PMA à l'étranger sans être passé devant le notaire avant la conception de l'enfant, est-ce qu'il est possible d'établir des actes de consentement et de reconnaissance conjointe anticipée? Non, c'est trop tard. Je vous sens déjà dire non. C'est trop tard, ne terminez pas votre phrase. Non, c'est trop tard. D'ailleurs, la circulaire de septembre 2021 avec la réponse ministérielle Houllier de février 2022 l'ont clairement affirmé. Les actes de consentement et de reconnaissance conjointe anticipée doivent avoir été dressés avant tout transfert d'embryon ou implantation de gamètes. Et donc, par conséquent, si l'une des deux mamans est enceinte, eh bien, malheureusement, c'est trop tard. Il n'y aura que la voie de l'adoption. Ah oui, ce sera la seule loi possible. Oui. Et si un couple a recours à une procréation artisanale, comment la filiation pourrait être établie dans ce cas-là? Alors, la procréation artisanale, c'est celle qui a lieu en dehors de tout parcours médical. C'est un couple de femmes qui finalement va bénéficier d'un don de gamètes grâce à un site internet ou alors à un ami du couple. La difficulté, c'est que la procréation artisanale, elle est interdite en France. Par conséquent, il n'est pas envisageable que le notaire dresse un acte de consentement ou de reconnaissance conjointe anticipée pour permettre à la mère d'intention d'établir sa filiation à l'égard de l'enfant qui serait issu d'une telle procréation. Donc pour la mère qui va accoucher, pas vraiment de difficulté, sa filiation sera établie naturellement puisqu'elle a accouché de l'enfant. Par contre, pour la mère d'intention, eh bien là, il faudra passer par la voie de l'adoption. L'adoption plénière dans ces cas-là. Exactement. Mais il faut en tout cas attendre la naissance de l'enfant. Ah oui, c'est ça, il faut complètement attendre la naissance de l'enfant. Une fois que l'enfant sera né, on pourra tenter une requête en adoption plénière de l'enfant de la concubine, de la partenaire pacsée ou de l'épouse. Et puis la maman qui aura accouché consentira à double titre selon certains cas, puisque si elle est mariée avec l'adoptante ou si elle est partenaire pacsée, elle consentira tant en tant que mère biologique de l'enfant, mais également en tant que partenaire ou épouse de l'adoptante. Et si le donneur souhaite établir sa filiation avant que soit prononcée l'adoption plénière? Et là, c'est assez catastrophique puisque ça fait échec à l'adoption plénière. Donc, on ne pourra pas continuer dans le processus. On pourrait se tourner vers l'adoption simple, mais il faudra le consentement du tiers donneur qui sera considéré comme le père de l'enfant. C'était précis. Merci beaucoup, Rudy. Merci, Pauline. C'est à vous. Ce sont Marc et Yvan qui vont nous rejoindre dans un instant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau. Marc, vous êtes le directeur du Cridon Ouest et Yvan, vous êtes responsable du pôle affaires, ce même Cridon Ouest. On va commencer à parler avec vous d'affaires, parce qu'on va aussi parler d'affaires quand on évoque la famille, Yvan, et on va s'interroger sur la capacité ou non d'un mineur à contrôler une société, parce qu'en droit fiscal, on peut être amené à se poser cette question au titre de ce qu'on appelle le report d'imposition, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, quand une personne physique apporte des titres à une société qui contrôle, il bénéficie d'un report d'imposition de plein droit, c'est l'article 150 0B ter du Code général des impôts. Et
le principe du report d'imposition, c'est que la plus-value n'est pas imposée directement, mais elle devient imposable quand survient un événement. Et il y a 3 événements qui mettent fin au report. Il y a soit la cession par la société des titres apportés, si elle intervient dans les 3 ans qui suivent l'apport, la cession par la personne physique des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport, cession à titre onéreux, et le fait de quitter la France et de sortir son domicile fiscal hors de France. Et que devient la plus-value en report si l'apporteur donne les titres reçus en contrepartie de l'apport à son enfant mineur? Ici, c'est là que c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de cession à titre onéreux. Donc la cession à titre onéreux met fin au report. Par contre, ce n'est pas le cas pour la cession à titre gratuit. Quand il y a une transmission par succession, la plus-value est définitivement purgée. Et quand il y a une transmission par donation, la plus-value peut être transférée sur le donataire, donc qu'il soit d'ailleurs majeur ou mineur, et de la même manière qu'il y ait un lien de parenté ou pas. Donc la plus-value est transférée sur la tête du donataire si le donataire contrôle la société à l'issue de l'opération, à l'issue de la donation. Cette notion de contrôle, ça recouvre quoi précisément alors? En fait, il y a 3 cas de figure où la personne est considérée comme contrôlant une société. La première, la plus fréquente, c'est le fait de détenir la majorité des droits de vote et des droits dans les bénéfices de la société. Directement ou indirectement? C'est ça, ouais. Directement ou indirectement, et même par l'intermédiaire des personnes du groupe familial. Après, il y a le cas peut-être où il dispose tout seul de la majorité. Oui, tout à fait. S'il dispose tout seul de la majorité, ou il peut aussi disposer de la majorité par le biais d'un pacte d'associés ou d'un pacte d'actionnaires. Et le dernier cas de figure où la personne est considérée comme ayant le contrôle, c'est quand il a, dans les faits, en pratique, le contrôle de la société. Donc il exerce réellement ce contrôle, sans là au regard pour l'aspect juridique. Donc j'en reviens à ma question de départ, est-ce qu'un enfant mineur peut contrôler une société? Sur le plan fiscal, c'est le cas. Dans la mesure où il détient dans son patrimoine les titres de la société, suite notamment à une donation, il sera considéré comme ayant le contrôle. Et donc s'il détient plus de la moitié des droits de vote ou des droits dans les bénéfices. Et d'ailleurs, c'est là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'applique si on lui a donné, si celui qui avait apporté donne à son enfant toutes les parts qu'il a reçues en contrepartie de l'apport et que c'était plus de 50%, là, dans ce cas-là, le report est transféré sur l'enfant parce qu'il contrôle la société. Mais c'est également le cas si les parents et l'enfant, à eux deux, ensemble, détiennent plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices. Puisque, comme je vous l'indiquais, le contrôle s'apprécie au niveau du groupe familial, et donc ça inclut les ascendants-descendants, donc parents-enfants, également les frères et sœurs. Merci Yvon, c'était très complet. Merci beaucoup. On parle immobilier avec Marc dans quelques secondes. Alors, Marc, à moi d'avoir trouvé la fontaine de jouvence, notre fin à tous sera la même. Donc, lorsque des parents viennent à disparaître, le ou les enfants sont confrontés évidemment à cette douleur, mais à laquelle peut s'ajouter parfois des difficultés purement patrimoniales. Par exemple, si l'enfant peut recevoir un immeuble, il peut être contraint de le vendre rapidement, ne serait-ce que pour payer les droits de succession. Mais quand l'immeuble est loué, c'est là que la difficulté peut intervenir, et on va en parler maintenant. Est-ce que le bailleur peut demander au locataire de libérer le logement d'habitation en vue de la vente du bien? C'est possible? De manière générale, au regard de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours délivrer un congé pour vendre au terme du bail en cours. Cependant, l'article 15 de cette loi de 1989 dispose que lorsque l'on a acquis un bien loué, cette possibilité de délivrer un congé pour vendre est reportée à la période suivant un premier renouvellement ou une première tacite reconduction. Et pourquoi reporter la délivrance ou les effets d'un congé? Ça sert à quoi en fait? Alors ce dispositif a été prévu pour protéger le locataire face à des opérations spéculatives. Et de cette façon, on va retarder ou reporter la possibilité pour l'acquéreur d'un bien loué de délivrer un congé, d'évincer le locataire en cas d'acquisition de transmission. Et quelles sont les acquisitions qui sont visées par ce dispositif précisément? C'est là qu'est toute la difficulté de la loi. On peut penser que l'acquisition doit être entendue au sens strict,
c'est-à-dire l'acquisition correspond à un acte de vente. D'ailleurs, les débats parlementaires laissaient largement supposer cette analyse. Même si tout le monde n'était pas d'accord, forcément. Ouais. Les auteurs n'étaient pas tous d'accord sur la question. En tout cas, c'était la position retenue au Cridon Ouest. Et les juges, ils ont apporté des éclairages sur ce point ou pas? Malheureusement, non. Ah. Les juges ont répondu, notamment la Cour d'appel de Paris, mais les hésitations des magistrats de la Cour d'appel de Paris ont un peu obscurci les réponses, même si en 2019, les juges disent que l'acquisition doit être entendue au sens strict et qu'une transmission successorale ne devait pas être considérée comme une succession. Mais 2 ans après, il y a eu l'inverse. 2 ans après, 2021, la Cour d'appel de Paris affirme, dans le cadre d'une transmission successorale, que les héritiers étaient concernés par l'article 15 de la loi du 6 juillet 89. Donc c'est un revirement de jurisprudence à ce moment-là? Rien n'était moins sûr. Car en réalité, dans cette affaire, il s'agissait d'une transmission successorale sur le fondement d'un legs. Le legs, finalement, traduit une volonté du testateur de transmettre, au moment de son décès, le bien à une personne déterminée. Ça pouvait accréditer finalement l'idée que cette transmission successorale par legs pouvait être considérée comme une acquisition. Et 2022, 2022, encore du nouveau. La Cour d'appel de Paris dit très simplement: toute transmission successorale est une acquisition, retenant que la loi de 89 ne fait pas de distinction entre les transmissions à titre gratuit et à titre onéreux. Alors il faut en déduire quoi, au final? Malheureusement, par rapport à la question initiale, les héritiers sont obligés d'attendre. Ah oui, les héritiers sont obligés d'attendre, malgré peut-être des difficultés économiques. Mais la saga judiciaire n'est pas terminée. 2024, la Cour d'appel, exactement, la Cour d'appel de Paris revient à la solution initiale de 2019 pour dire une transmission successorale n'est pas une acquisition, retenant ou se fondant notamment sur l'article 711 du Code civil qui distingue les transmissions entre celles qui ont lieu par donation-testament, celles qui ont lieu par convention, et puis les transmissions successorales. Et les juges de dire l'héritier qui accepte une succession n'est pas un acquéreur. Ça, c'est l'avis des juges, mais alors l'avis de Marc, quel est-il? Ce serait très prétentieux de prétendre que je puisse avoir un avis qui compte. Néanmoins, si on peut regretter les errements et hésitations, ce sera mieux dit, hésitation de la Cour d'appel de Paris, je ne peux qu'approuver une solution qui, me semble-t-il, se rapproche plus de l'orthodoxie juridique. Vous avez utilisé le terme de saga judiciaire. Donc, à vue de cette saga judiciaire, quel conseil vous donnez finalement aux clients en pareille hypothèse? Alors aujourd'hui, la réponse qui est faite aux notaires qui peuvent nous solliciter sur ce point, c'est la transmission successorale n'est pas une acquisition, sous réserve bien entendu d'une réponse qui pourrait être apportée dans les mois ou dans les années qui viennent par la Cour de cassation, avec cependant une précaution. Une donation, une libéralité entre vifs me paraît rentrer dans le champ de ce dispositif contraignant de l'article 15. Il en serait de même, à mon sens, en cas de legs, revenant à la solution de 2021. En revanche, si c'est une transmission successorale ab intestate, c'est pas une acquisition, les héritiers peuvent vendre immédiatement et délivrer surtout un congé pour vendre immédiatement au locataire. Fin de la saga. Merci beaucoup Marc. Merci encore Yvan. C'est l'heure maintenant de notre cours d'histoire. Dans la Rome antique, l'enfant n'est pas une évidence. Il faut qu'un père citoyen libre et romain, cela va sans dire, le reconnaisse pour qu'il existe. L'enfant, propriété du pater familias, n'est pas un sujet, mais un futur soldat ou héritier. Le cœur n'a pas voix au chapitre. Au Moyen-Âge, l'enfant est un don de Dieu. Pas de filiation d'intention. On procrée parce que Dieu l'a voulu. Et tant pis si l'enfant meurt jeune, c'est qu'il retourne au ciel. Révolution française. Exit Dieu. Bonjour la République. On invente l'état civil, la nation devient garante des filiations. Naître, c'est désormais apparaître dans un registre.
Napoléon, lui, distingue les bons enfants, les légitimes des autres, dits naturels. Quant aux femmes, elles enfantent, mais ne décident pas. Il faut attendre les années 70 pour que l'enfant devienne un sujet de droit. Le couple n'est plus forcément marié. Les femmes peuvent choisir et l'adoption s'émancipe du silence. Aujourd'hui, la parentalité ne résulte plus forcément d'un accident, mais souvent d'un projet. PMA, GPA, adoption. La famille se pense avant de se faire. Alors l'enfant, toujours un don ou déjà un droit à méditer? Voilà, dans un instant, on répond à vos questions, mais on va évoquer également la gestation pour autrui. Audrey et Héloïse, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Audrey, vous êtes la directrice de Coform. Et Héloïse, vous êtes juriste au pôle famille du Cridon Ouest. Soyez donc les bienvenus. On va évoquer d'abord la gestation pour autrui. On l'a dit dès le départ qu'effectivement elle est interdite en France, mais elle revient quand même au cœur de l'actualité, notamment lorsque des personnalités publiques évoquent qu'elles ont eu recours à cette démarche, un recours assumé, revendiqué, alors qu'elles cristallisent une opposition qui ne laisse que peu de place au débat dans le pays. On rappelle, la GPA, c'est assez simple, c'est une technique de procréation par laquelle une femme, qu'on appelle mère porteuse ou femme porteuse, porte l'enfant pour une personne célibataire, un couple hétérosexuel ou un couple de même sexe, que ce soit à titre gratuit ou contre une somme d'argent. Et c'est là, effectivement, dans ces cas-là, que ça soulève beaucoup de questions, cette question de la contrepartie. C'est une méthode qui est plébiscitée depuis de nombreuses années par les couples homosexuels ou les couples qui ont des problèmes de fertilité. Une préférence d'ailleurs à l'adoption parce que ça permet d'avoir des enfants conçus avec leurs propres gamètes. On va en parler avec Audrey. Donc, confirmation d'abord, c'est interdit en France, mais comme d'ailleurs dans pas mal de nos pays voisins. Oui, tout à fait. Oui. Pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple. Et elle est interdite à double titre. Déjà, du point de vue civil, la jurisprudence antérieure déjà, la loi du 29 juillet de 1994 relative au respect du corps humain, qui a créé un article 16-7 du Code civil, prévoit de l'interdire. Et puis, pénalement, le délit est pénalement répréhensible par l'article 227-12 du Code pénal. Et si la GPA elle a été réalisée dans un État où elle est légale? Ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. Parce que la loi pénale, elle s'applique aux crimes et délits commis par les Français hors du territoire national. Et ça, c'est l'article 113-7 du Code pénal. Mais il y a vraiment des poursuites pénales? Elles sont rares, il faut bien dire. Le risque est faible. Donc il y a des Français qui ont recours à la GPA à l'étranger? Oui. Malgré les sanctions pénales, toujours. On estime entre 200 et 300 enfants nés par GPA à l'étranger qui sont enregistrés par an dans les consulats français. Comment ça s'explique? Déjà, il y a des pays proches de nous qui l'autorisent, le Royaume-Uni ou l'Ukraine par exemple, ou un peu plus loin au Canada ou au Mexique. Et ça revêt un aspect touristique un peu particulier. Ah oui, effectivement. Parce que c'est quand même assez coûteux. Très cher, entre 40 et 150 000 euros. Mais ça reste plus simple, même on a de l'argent, on peut le faire, quoi. Mais les effets de cette GPA en France, quels sont-ils sur la question de la reconnaissance notamment? Justement, la reconnaissance, la transcription et puis la filiation s'apparentent souvent à un parcours du combattant parce qu'en France, justement, ça va être très compliqué de le faire reconnaître. Merci beaucoup, Héloïse. Nos sujets du jour suscitent des questions chez les notaires. On va avoir l'occasion de répondre à certaines de ces questions dans un instant. Alors, on a une première question pour vous, Héloïse, qui nous provient du Maine-et-Loire. Un notaire nous interroge suite à la réception d'un acte de naissance étranger d'un enfant né d'une GPA et qui fait directement apparaître le nom du parent biologique et du parent d'intention. Est-ce qu'un tel acte aujourd'hui peut être transcrit sur les actes d'état civil français? C'est une vraie bonne question de base. Tout à fait. Oui. Alors déjà, il faut savoir que en fait, les actes de naissance qui sont faits à l'étranger sont en principe valables en France s'ils ont été faits valablement en fait là-bas. C'est plus compliqué dans le contexte de la GPA puisque l'article 47 du Code civil, qui a été modifié notamment par la loi bioéthique dont vous aviez parlé au début, est venu poser une condition, c'est-à-dire que ça va être reconnu, ces actes de naissance vont être reconnus uniquement s'ils sont fidèles à la réalité finalement
au sens du droit français, c'est-à-dire concrètement qu'une mère qui accouche doit être sur l'acte de naissance puisqu'elle est considérée comme telle. Cependant, par exemple, quand vous avez des actes de naissance étrangers qui arrivent alors que c'est deux pères qui sont en fait inscrits sur cet acte, ça va être refusé. Parce qu'il n'y a pas eu de procédure d'adoption. Parce qu'il n'y a pas eu de procédure d'adoption, exactement. Et l'acte, en fait, ne peut pas caractériser le lien de filiation. Non, tout à fait. En fait, il faut savoir que cet acte, la retranscription d'un acte de naissance étranger, ne vaut pas filiation. En fait, la seule possibilité en France finalement d'établir valablement une filiation, notamment dans un contexte compliqué de GPA, ça va être des décisions judiciaires. D'accord. Juste seulement l'établissement judiciaire de la filiation. Tout à fait, d'accord, c'est ça. Qui est valable. Merci. Le collaborateur d'une étude de la Mayenne s'interroge sur la possibilité pour le parent d'intention d'établir sa filiation par le biais d'une adoption française. Est-ce que là, une telle adoption est admise ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été refusé parce que c'était considéré comme contraire à la disposition du corps humain, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complexe et qui est finalement arrivé que très récemment, notamment par une condamnation de la CEDH. Par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ça, tout à fait. Par les célèbres arrêts Labassé et Menson de 2014. Où en fait dans laquelle la France a été condamnée concrètement puisque le refus de la transcription et de l'établissement de la filiation, notamment du parent biologique finalement, est venu... c'est une atteinte au respect de la vie privée en fait. Tout à fait. C'est contraire à l'article 8 de la CEDH, donc le respect à la vie privée de l'enfant. Ça a quelles conséquences alors, ces arrêts-là ? Concrètement, c'est venu simplifier la vie des parents biologiques. C'est-à-dire que eux, maintenant, ils sont tout de suite, la filiation pour eux est tout de suite reconnue, la transcription est tout de suite établie, et donc il n'y a plus de souci. Le seul souci, ça va rester le parent d'intention, puisque là, il a fallu attendre 2017, donc des arrêts de la Cour de cassation, pour pouvoir reconnaître et valider une telle adoption uniquement quand c'est fait dans le sens de l'enfant pour son bien légitime. Finalement. Donc il y a une procédure à suivre précise. La procédure, finalement, c'est la transcription de l'acte de naissance en faveur du parent biologique, puis l'adoption par le parent d'intention. Un notaire de la Sarthe s'interroge suite à la réception d'un jugement étranger établissant la filiation entre l'enfant et ses parents biologiques et d'intention. Est-ce qu'un tel jugement produit pleinement ses effets en France? Alors, il y a beaucoup d'États, notamment au Colorado par exemple, il y a aussi le Mexique, qui effectivement vont, une fois que l'enfant est né, tout de suite procéder à des jugements là-bas, sur place, pour pouvoir donner et établir des filiations avec les deux parents. Mais la mère, elle n'est pas sur aucun document d'état civil dans ce cas-là. Alors, c'est ça. En fait, elle est complètement rayée. Et ça va être reconnu, donc depuis peu, c'est le TGI de Paris qui a commencé à mettre ça en œuvre en 2017, et puis ça a été validé vraiment très récemment dans des arrêts de la Cour de cassation d'octobre et de novembre 2024, et dans lesquels, en fait, il est reconnu que ces jugements vont être pleinement applicables à partir du moment où la procédure d'exéquatur a été faite. Et donc ça veut dire que si les parents d'intention disposent d'un tel jugement, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de passer par la procédure d'adoption française. En fait, ça va être reconnu directement et retranscrit directement là-bas. Donc c'est des arrêts qui sont quand même très marquants. C'est une vraie avancée. C'est vraiment une véritable avancée en la matière. C'est quelque chose de très important. Alors si théoriquement c'est possible et ça a été réitéré et affirmé, en pratique effectivement il y a toujours des problèmes et il y a des parquets qui ont été récalcitrants et qui n'ont pas voulu retranscrire ces actes-là. Ils se sont arrêtés à la retranscription du parent biologique. Mais il y a eu une actualité récente sur le sujet. Oui, tout à fait. En fait, la directrice de la DAX, donc la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est venue dans une dépêche du 9 avril 2025 préciser qu'il fallait retranscrire complètement ces actes-là, et elle a précisé comment. Ça signifie quoi alors ? Alors concrètement, ça signifie, et elle a rappelé, et c'est ça qui est important, que les décisions judiciaires qui... L'acte de naissance doit mentionner les deux parents. Doit mentionner les deux parents, et c'est hyper important par rapport à ça. Et le parent d'intention, lui, qui est désigné en cas de GPA, il ne doit pas être discriminé, c'est-à-dire que lui aussi, il va être inscrit au même titre que le parent biologique. Donc ça a des conséquences sur les décisions de la Cour de cassation. Ça rend pleinement applicable les arrêts de Cour de cassation dont on a parlé précédemment. Parfait, merci beaucoup, Héloïse, pour ces réponses aux questions. Suite et fin de l'émission dans un instant, avec quelques questions supplémentaires pour vous, Audrey.
4 questions donc pour vous, Audrey. La première, faut-il établir un ou deux actes lorsqu'il s'agit d'un couple de femmes qui doit consentir à la PMA et reconnaître l'enfant qui en est issu? Alors, l'article 342-11 du Code civil indique que la reconnaissance conjointe anticipée doit être faite lors du recueil du consentement au recours à la PMA. Il faut 2 actes notariés distincts. Alors, même si seule la reconnaissance conjointe est remise à l'officier d'état civil, l'article c'est ce que nous précise l'article 342-11 alinéa 2. Deuxième question, un acte de consentement doit-il être établi en sus de l'acte de reconnaissance conjointe anticipée lorsque le couple de femmes entend se rendre à l'étranger pour réaliser la PMA dans un pays où la législation n'exige pas un consentement sous forme notariée? Alors, si la législation d'un pays étranger n'exige pas le consentement sous forme notariée, ça ne change rien. Pour établir la filiation à l'égard de la femme qui ne portera pas l'enfant, la reconnaissance anticipée devra être concomitante au recueil du consentement à la PMA. Est-ce qu'il est possible de consentir à la PMA par procuration? Ça peut se faire? Eh bien non. L'article 342-10 du Code civil dispose qu'un couple ou une femme non mariée doivent donner leur consentement à un notaire. Le consentement et la reconnaissance sont des actes strictement personnels. L'article 1157-2 du Code de procédure civile précise, lui, que le consentement doit être établi par acte authentique. Donc ça exclut, de fait, le recours à la procuration. À la procuration. Dernière question, si un couple ou une femme non mariée souhaite réaliser une nouvelle PMA alors qu'un enfant est né d'une première PMA, est-ce qu'ils peuvent utiliser le ou les actes établis lors du premier projet parental? Eh bien non, il faudra... C'est non tout le temps en fait. Il faudra tout recommencer parce que chaque acte est destiné à un projet parental déterminé. Donc s'il y a eu déjà un enfant né par PMA, il faudra quand même faire un nouvel acte de consentement et un nouvel acte de reconnaissance conjointe anticipée pour pouvoir réaliser une nouvelle PMA. Merci beaucoup Audrey, merci Héloïse, merci à tous les chroniqueurs qui se sont succédés pendant ce 4e numéro d'Etc. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro, on évoquera les plus-values immobilières des non-résidents. À bientôt.